Imaginons un instant un empire tellement puissant qu'il arrive à accaparer presque tout l'or et l'argent d'un continent entier. Ouais, l'Espagne du XVIe siècle, par exemple. Exactement. Et la logique voudrait que cet empire devienne totalement invulnérable, hein. Bah oui, sur le papier. Et pourtant, c'est le contraire absolu qui s'est produit. En accumulant frénétiquement ces métaux précieux d'Amérique du Sud, l'Espagne a littéralement détruit sa propre économie. Ils se sont déclarés en faillite à plusieurs reprises. Avec une inflation complètement hors de contrôle, d'ailleurs. C'est un paradoxe fascinant. C'est fou. Et c'est justement ce genre de contradiction qui est au cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Bon, décortiquons ça. Parce que notre mission aujourd'hui, en plongeant dans ce document de synthèse, l'abrégé de sciences économiques, ce n'est pas d'aligner des statistiques ennuyeuses. Non, l'idée, c'est plutôt de comprendre comment l'humanité a défini et mesuré ce qu'elle appelle la richesse à travers les âges. Voilà, on veut comprendre ce qu'ils chassaient vraiment. Et si on relie ça à la vue d'ensemble, ça nous montre que l'économie, ça n'a pas toujours été une affaire de courbes et de pourcentages. Ah, ça non. L'économie, ça n'a jamais été cette discipline figée et froide qu'on s'imagine. Ce que nos sources montrent très clairement, c'est que chaque grande théorie économique est née en réaction aux failles de la théorie précédente. En fait, l'histoire de l'économie, c'est fondamentalement une longue série de rébellions intellectuelles. Une série de rébellions, ouais. Mais j'aime beaucoup cette formule. Et pour la première étape de cette histoire, il faut remonter très loin, à une époque où le concept même de chiffre d'affaires aurait paru totalement extraterrestre, ou voire carrément immoral. Oui, on parle de l'Antiquité, là, plus particulièrement de la Grèce avec Aristote. À cette époque, l'économie n'existe pas du tout en tant que science indépendante. C'était rattaché à autre chose. Tout à fait, c'était totalement imbriqué dans la philosophie morale. Aristote fait d'ailleurs une distinction qui est cruciale. D'un côté, il y a ce qu'il appelle l'oikonomia. La racine de notre mot économie. Exactement. Et ça désigne simplement la gestion raisonnée du foyer ou de la communauté. L'objectif, c'est l'autosuffisance, c'est la satisfaction des besoins naturels. Mais d'un autre côté, il y a une autre pratique qu'il appelle la schrématistique. La schrématistique. Le mot fait un peu peur d'ailleurs. Et pour lui, c'était une pratique effrayante. Ça désigne l'accumulation de monnaie pour elle-même. Faire du profit juste pour s'enrichir. Aristote considère ça comme contre nature et profondément destructeur pour le lien social. Donc spéculer sur le grain pendant une famine pour faire un bénéfice, c'était perçu comme une aberration morale absolue. Absolument. Dans ce cadre de pensée, il existe un concept de juste prix pour chaque chose. Et attention, ce prix n'est pas du tout dicté par la loi de l'offre et de la demande comme aujourd'hui. C'est dicté par quoi alors, Evelyne? Par une évaluation morale, le prix doit juste couvrir le coût de production et refléter l'utilité sociale du bien. Le but, c'est de ne léser ni l'acheteur ni le vendeur. D'accord. Et cette vision très morale a persisté très longtemps, non? Parce que quand on regarde le Moyen-Âge avec des penseurs comme Thomas Baquin, l'approche reste très similaire. Il y a cette condamnation très stricte de l'usure. Ouais, prêter de l'argent n'est pas censé créer de l'argent. C'est ça. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la mécanique théologique derrière cette interdiction. Pour ces penseurs médiévaux, le temps appartient à Dieu. Ah ouais. Donc si vous faites payer un intérêt sur un prêt, vous vendez littéralement du temps. Ce qui revient ni plus ni moins à voler Dieu. C'est incroyable de penser l'économie en ces termes. N'est-ce pas? La seule véritable richesse légitime à cette époque, c'est la terre. L'agriculture est perçue comme le seul domaine qui crée vraiment de la substance, avec l'aide divine bien sûr. Sauf que, bon, l'histoire nous montre que cette pieuse retenue, elle n'a pas duré éternellement. À un moment donné, les royaumes européens ont commencé à construire des flottes immenses, à coloniser et à développer cette obsession maladive pour l'or que j'évoquais avec l'Espagne. Comment on passe du profit est un péché à il faut piller tout l'or des Amériques? Eh bien, le basculement se produit au XVIe et XVIIe siècle avec l'émergence des grands États-nations. C'est ce qu'on appelle le mercantilisme. Et là, l'économie change radicalement de fonction. Elle n'est plus une philosophie morale. Plus du tout. Elle devient un instrument pur et dur de puissance militaire et politique. Les mercantilistes, comme Jean-Baptiste Colbert en France sous Louis XIV, croient fondamentalement que la richesse mondiale est une tarte dont la taille est fixe. Donc c'est un jeu à somme nulle en fait. Exactement. Si la France s'enrichit, l'Angleterre doit nécessairement s'appauvrir. Il n'y a pas d'autre option. C'est fascinant parce que le document montre que ces États interdisaient carrément l'exportation de métaux précieux sous peine de mort parfois. Moi, ça me fait penser à un joueur de jeux de société qui serait persuadé que la seule façon de gagner, c'est de cacher tout l'argent de la banque sous son plateau de jeu, sans même chercher à construire des hôtels ou des maisons.
C'est une excellente analogie. L'objectif mécanique de ces États, c'était d'avoir une balance commerciale perpétuellement excédentaire. On exporte un maximum de produits coûteux et on bloque les importations avec des droits de douane exorbitants. Et la différence est payée en or sonnant et trébuchant. Voilà, l'or vient remplir les coffres du roi pour financer des armées. Mais attendez, comment cette obsession a fini par s'effondrer? Parce que pour reprendre en exemple de l'Espagne, au début, ils ont récupéré tout l'or. Ça aurait dû les rendre invincibles. C'est là qu'intervient une faille fatale dans leur compréhension de l'économie. Les mercantilistes confondaient totalement la monnaie et la richesse. Ah ouais, c'est pas la même chose. Bah non, l'or, ça ne se mange pas. Si vous injectez des tonnes d'or et d'argent dans une économie, sans augmenter en face la quantité de blé, de chaussures ou de bateaux disponibles, qu'est-ce qui se passe? Les prix explosent. Exactement. La valeur de la monnaie s'effondre, c'est l'hyperinflation. En Espagne, les prix ont tellement flambé qu'il est devenu beaucoup moins cher d'importer des marchandises de l'étranger que de les produire sur place. L'industrie nationale a été asphyxiée par son propre or. C'est l'équivalent économique de mourir de soif au beau milieu de l'océan. C'est tout à fait ça. Et face à ce désastre économique, il a bien fallu inventer une nouvelle théorie pour débloquer la situation. La fameuse rébellion intellectuelle suivante. Exactement. Et elle vient d'un petit groupe de penseurs français au XVIIIe siècle qu'on appelle les physiocrates. Leur chef de file s'appelait François Quesnay. Et c'était le médecin de Madame de Pompadour à la cour de Versailles. Un médecin qui se mêle d'économie. Oui, et cette profession n'est pas du tout anodine. Quesnay a regardé l'économie exactement comme il regardait le corps humain. Pour lui, la monnaie n'est pas la richesse, c'est le sang du système. D'accord, je vois l'idée. Son rôle, ce n'est pas de stagner dans un coffre-fort, comme le voulaient les mercantilistes. Son rôle, c'est de circuler de manière fluide à travers le corps social, pour le maintenir en vie. D'où leur cri de ralliement, très célèbre. Le fameux laisser-faire, laisser-passer. Il voulait détruire toutes les douanes de Colbert. Mais en lisant le document, j'ai remarqué que les physiocrates avaient quand même une vision très étriquée de ce qui crée de la valeur. Pour eux, il n'y avait que la terre et l'agriculture qui pouvaient dégager ce qu'ils appelaient un produit net. Oui, c'est vrai. Ils considéraient les artisans et les marchands comme une classe stérile. Utile, bien sûr, parce qu'un boulanger transforme le blé en pain, mais incapable de créer une richesse nouvelle à partir de rien. Contrairement à une graine qu'on plante et qui donne un épi entier. C'est une vision très rurale. Très rurale, oui. Cependant, cette idée que la richesse est un flux naturel gouverné par des lois qu'il ne faut surtout pas entraver, ça a posé les fondations pour le titan de la pensée qui allait suivre. Le titan écossais Adam Smith, j'imagine. Exactement, avec son livre La richesse des nations en 1776. Et là, on fait un bond en avant monumental. Smith prend l'idée de liberté des physiocrates, mais il déplace complètement la source de la richesse. Ce n'est plus l'or et ce n'est plus la terre non plus. Non, c'est le travail individuel, le travail humain. Smith explique que la productivité explose grâce à la division du travail. Il prend l'exemple d'une manufacture d'épingles. Ah oui, l'histoire des épingles. Si un ouvrier tente de fabriquer une épingle toute seule, il va en faire peut-être une par jour. Mais si on divise le processus en 10 tâches simples réparties entre 10 ouvriers, ils en produiront des milliers. C'est la naissance de l'industrie moderne, on pensait. Oui, et son apport le plus célèbre, c'est bien sûr la mécanique de la main visible. Il postule que le boucher ou le boulanger ne nous nourrissent pas par charité, mais par pur égoïsme, pour gagner leur vie. Ce qui aurait horrifié Aristote. Totalement. Mais Smith dit qu'en poursuivant leur intérêt personnel dans un marché concurrentiel, ils sont forcés de proposer le meilleur produit au meilleur prix. Donc, sans qu'aucune autorité centrale ne les planifie, l'égoïsme individuel engendre le bien-être de tous. C'est une pirouette intellectuelle redoutable. Et cette idée de marché autorégulateur va pousser d'autres penseurs à aller encore plus loin, notamment sur le commerce international. Le document parle de David Ricardo et de sa théorie des avantages comparatifs. J'avoue que j'ai toujours trouvé ce concept terriblement contre-intuitif. C'est vrai que ça demande un peu de gymnastique mentale, hein. Bah oui, parce que si un pays est meilleur que tous les autres pour fabriquer absolument tout, pourquoi il aurait intérêt à faire du commerce avec eux? Autant tout garder, non? Mécanisme du coût d'opportunité. Imaginons l'Angleterre et le Portugal au XIXe siècle. Disons que le Portugal est exceptionnellement doué pour produire à la fois du drap et du vin. Il produit les deux beaucoup plus vite que l'Angleterre. Donc la logique mercantiliste dirait au Portugal, fermez vos frontières, vous n'avez besoin de personne.
Exactement. Mais Ricardon prouve mathématiquement que c'est une grosse erreur. Parce que même si le Portugal est meilleur pour faire des draps, le temps qu'il passe à tisser un drap, c'est du temps qu'il ne passe pas à produire son vin. Et le vin, c'est ce qui lui rapporte le plus. Donc, le Portugal a tout intérêt à mettre toute son énergie dans les vignobles, là où son avantage est maximal, et à acheter les draps à l'Angleterre, même si l'Angleterre est moins efficace à la base. Et à la fin, les deux pays se retrouvent avec plus de biens qu'avant. C'est l'argument ultime du libre-échange. D'accord, l'harmonie semble parfaite sur le papier. L'offre et la demande s'équilibrent, tout le monde s'enrichit. Le français Jean-Baptiste Say en fait même une loi avec son fameux « l'offre crée sa propre demande ». Oui, la mécanique de la loi de C est fascinante. Pour lui, quand on fabrique un produit, disons du pain, on distribue nécessairement des salaires et le boulanger fait un profit. Cet argent va ensuite être dépensé pour acheter du fromage ou de la viande. Donc la production de pain a injecté exactement le pouvoir d'achat nécessaire pour absorber d'autres produits. Voilà, pour ça, une crise de surproduction généralisée est mécaniquement impossible. Alors c'est là que j'ai envie de jouer les rabat-joie. Allez-y. Si cette machine théorique est si parfaite, si la main invisible règle tout, pourquoi Malthus est-il si catastrophiste avec son histoire de surpopulation à la même époque? Et surtout, comment on explique la réalité crasseuse du 19e siècle? Les villes sont couvertes de suie, les enfants travaillent 14 heures par jour dans des conditions épouvantables. L'harmonie de Smith semble avoir complètement oublié une grande partie de la population, non? Et vous touchez là au point de rupture. C'est cette déconnexion brutale entre la théorie radieuse des classiques et la misère ouvrière dans la rue qui va provoquer le plus grand schisme de l'histoire économique. Et l'approche la plus radicale vient de Karl Marx, imagine. Évidemment, avec la publication du Capital au milieu du 19e siècle. Et il faut bien comprendre la mécanique de sa théorie de manière purement analytique. Marx ne rejette pas les économistes classiques. Au contraire, il les prend au mot. Et il retourne leurs propres concepts contre eux. Comment ça? Il part de la théorie de la valeur travail de Smith et Ricardo. L'idée que la valeur d'une marchandise correspond au temps de travail nécessaire pour la produire. Mais Marx pose une question redoutable. Si le travail crée toute la valeur, pourquoi le travailleur reste-t-il misérable pendant que le propriétaire de l'usine amasse des millions et c'est des beaux temps? Ah oui, c'est une sacrée question. Et sa réponse, c'est quoi? Le mécanisme qui explique ça, selon Marx, c'est la plus-value. Sur le marché, le capitaliste n'achète pas le travail de l'ouvrier, il achète sa force de travail. La nuance est importante. Très importante. Il va payer l'ouvrier juste assez pour qu'il puisse survivre, se nourrir et revenir à l'usine le lendemain. Imaginons que l'ouvrier produise assez de valeur en 4 heures pour couvrir ce salaire de subsistance. Mais sa journée de travail, on lui impose qu'elle dure 12 heures. Donc il y a 8 heures qui passent à la trappe. C'est du sur-travail gratuit, oui. La valeur créée pendant ces 8 heures supplémentaires est totalement accaparée par le capitaliste. C'est ça la plus-value. Et selon Marx, c'est la source unique du profit. Donc le profit, ce n'est pas la récompense du génie de l'entrepreneur, c'est l'extraction mécanique d'un travail non rémunéré. C'est sûr que vu comme ça mène inévitablement à la révolution, mais j'imagine que l'orthodoxie libérale ne s'est pas laissée faire face à une critique aussi incendiaire. Ils ont contre-attaqué, oui, en changeant totalement de paradigme. À la fin du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle la révolution marginaliste. Pour déminer la théorie de Marx, des penseurs comme Jevons, Menger et Walras détruisent son fondement même. Ils affirment que la valeur ne vient pas du tout du travail. Elle vient d'où alors? Elle est entièrement subjective. Elle dépend uniquement de l'utilité qu'en retire l'individu au moment présent. Attendez, la valeur serait juste une opinion? Il n'y a plus aucune base matérielle objective? Pour bien comprendre le mécanisme, imaginez que vous êtes perdu dans le désert depuis 2 jours. D'accord, je visualise. Quelqu'un arrive et vous propose un verre d'eau. Ce premier verre, il vaut une fortune absolue. Vous donneriez tout votre or pour l'avoir, parce qu'il vous sauve la vie. C'est sûr. On vous propose un deuxième verre. Il est très apprécié, mais déjà un peu moins vital. Arrivé au 10e verre, alors que vous n'avez plus du tout soif, l'eau n'a plus aucune valeur pour vous. C'est vrai, je n'en voudrais même pas. Pourtant, il a fallu exactement la même quantité de travail pour transporter le premier et le 10e verre. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc, le temps de travail ne dicte pas la valeur. Exactement. C'est l'utilité de la dernière unité consommée, ce 10e verre, qu'on appelle l'utilité marginale, qui fixe la valeur. Ça balaie d'un revers de main la théorie de la valeur travail. Et ensuite, si je suis bien le document, il y a un certain Alfred Marshall qui vient emballer tout ça dans de superbes formules mathématiques. C'est l'avènement des néoclassiques. L'économie veut devenir une science dure comme la physique. On invente l'homo economicus, un individu fictif, purement rationnel, qui calcule perpétuellement ses plaisirs et ses peines.
Marshall trace ces fameuses courbes qui se croisent où le prix se fixe à l'intersection exacte de l'offre et de la demande. C'est un monde théorique magnifique, en équilibre parfait. Sauf que le problème avec les mondes parfaits, c'est qu'ils ont tendance à se fracasser sur la réalité. Et la réalité, elle frappe très fort en 1929. Le crash boursier, la Grande Dépression. Voilà, des millions de personnes jetées à la rue, la production mondiale s'effondre, et là, le modèle classique, qui est censé s'autoréguler par magie, reste complètement muet. Les rouages sont grippés. Et ce blocage va forcer une nouvelle révolution portée par le Britannique John Maynard Keynes en 1936. Keynes observe que dans une telle panique, baisser les salaires ne relance pas l'emploi. Au contraire, ça détruit encore plus le pouvoir d'achat. C'est un cercle vicieux. Et il identifie la trappe à liquidité. Même si les banques prêtent à des taux dérisoires, les entreprises refusent d'investir parce qu'elles savent que personne n'a d'argent pour acheter leurs produits. Et les gens n'achètent pas parce qu'ils ont peur du chômage. L'économie se bloque dans un équilibre de sous-emploi. Et c'est là que Keynes dit que si personne ne veut dépenser, c'est à l'État de forcer le destin. Il faut relancer la machine. L'État doit s'endetter, lancer de gigantesques chantiers publics, parce que le salaire versé à l'ouvrier du chantier va être dépensé chez l'épicier qui va commander plus de marchandises. C'est l'effet multiplicateur. L'État devient l'ingénieur en chef du système. Et ce modèle keynésien, il va régner pendant toutes les 30 glorieuses, jusqu'aux années 1970. Et là, un nouveau monstre apparaît, la stagflation. La contraction de stagnation et d'inflation. Et c'est un énorme problème pour Keynes, non ? Parce que dans son modèle, on a soit l'un, soit l'autre. Si l'économie tourne au ralenti, les prix baissent. Si ça surchauffe, il y a de l'inflation. Avoir les deux en même temps, c'est un peu comme avoir de l'eau qui brûle. C'est une anomalie totale. Et la contre-attaque vient de l'école de Chicago menée par Milton Friedman. C'est le retour du monétarisme. Friedman affirme que la stagflation est causée par l'interventionnisme de l'État. Pour lui, l'inflation est toujours un phénomène monétaire. Donc c'est juste une question de planche à billets. Si les prix montent, ce n'est pas la faute du pétrole, c'est parce que les banques centrales ont imprimé trop de billets pour financer les déficits publics. L'excès de monnaie dilue sa propre valeur. Ça rappelle l'Espagne mercantiliste du début. Pour résumer cette guerre idéologique du XXe siècle, j'aime bien utiliser une métaphore automobile. Pour Keynes, l'économie c'est une voiture avec un conducteur. L'État doit constamment appuyer sur l'accélérateur des dépenses quand ça ralentit et utiliser le frein des impôts quand l'inflation menace. Très bonne image. Et Friedman ? Eh bien, Friedman, lui, il regarde le conducteur, il le juge totalement incompétent. Et il suggère de simplement brancher un régulateur de vitesse, une croissance monétaire fixe, et de lâcher le volant complètement pour laisser le marché s'orienter seul. Qui a gagné cette bataille idéologique à la fin du siècle ? Le monétarisme et la dérégulation ont largement dominé les années 80 et 90. Mais en fait, aucune théorie n'a eu le mot de la fin, parce qu'au XXIe siècle, l'illusion de l'humain comme une calculatrice parfaite s'est effondrée. Ah oui, la complexité entre en scène. Avec l'économie comportementale d'abord. Oui, des chercheurs comme Daniel Kahneman prouvent que nous sommes pleins de biais cognitifs. L'homo economicus n'existe pas. Nous détestons tellement perdre que nous agissons de manière irrationnelle sous le coup de l'émotion. D'où la création des nudges, ces incitations douces. Au lieu d'interdire, on met juste les fruits à hauteur des yeux à la cantine, plutôt que les gâteaux, pour guider doucement notre cerveau vers le bon choix. Et il y a aussi la question de l'information. La symétrie d'information avec le marché des lemons d'Akerlof. L'exemple des voitures d'occasion. Si le vendeur sait que la voiture est mauvaise mais pas l'acheteur refuse de payer le prix fort par méfiance. Et à la fin, il ne reste que les épaves sur le marché. Le manque d'information peut détruire un marché. Ce qui prouve l'importance des règles et des institutions analysées par Douglas North. Donc si je comprends bien, après avoir passé 200 ans à essayer de transformer l'économie en physique mathématique pure avec un humain parfaitement rationnel, on a soudainement réalisé qu'on étudiait des humains irrationnels. Et en plus, on réalise qu'on vit sur une planète qui a des limites physiques. C'est l'économie écologique, ça. C'est ça. Des pionniers comme Georges Skyrogène intègrent la thermodynamique. La croissance infinie est physiquement impossible dans un monde fini. L'économie d'aujourd'hui doit fusionner avec la psychologie et la climatologie pour survivre. Quel voyage immense! D'Aristote fustigeant la cupidité à Lord Colbert en passant par Marx, Keynes et les nudges. Et tout ça, ce ne sont pas que des lignes dans des manuels. Ça dicte nos impôts, nos salaires, notre environnement. Et ça soulève une question finale, vertigineuse.
Si la définition de la richesse est passée de la morale à l'or, puis au travail et à l'utilité individuelle, quelle sera la définition de la richesse dans 50 ans? Grande question. Face à l'intelligence artificielle qui remplace le travail cognitif et face au choc climatique, la véritable richesse sera-t-elle l'accès à l'air pur? Ou peut-être l'attention humaine? C'est le prochain grand défi intellectuel. Voilà de quoi ruminer en écoutant les prochaines annonces sur la croissance du PIB. La définition de la richesse n'est jamais figée. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de la mécanique des idées.